Bonjour, bonsoir plus exactement à toutes et à tous, mesdames et messieurs qui vous êtes connectés pour cette rencontre. Alors je tiens à remercier Madame Maufré-Valade, la sous-préfète de Segrand-Anjou Bleu, ainsi que Madame Durand, directrice de la Direct 49. Je remercie également Madame Maillard, directrice de Pôle Emploi 49. Et puis, il n'est pas avec nous ce soir, mais Arnaud Payen, Monsieur Payen, qui est président de l'association de l'As de Pique, qui a relayé les invitations et qui permet donc vous êtes actuellement 22 à être connectés, une quarantaine à être inscrits, donc d'autres vont nous rejoindre. Je m'excuse encore une fois pour le problème technique que nous avons rencontré jeudi dernier. Il n'est pas évident dans ces temps pourtant où chaque jour nous réalisons des audioconférences, eh bien il y a parfois des bugs. Et puis on en a rencontré un. Donc désolé pour ceux qui vivraient aussi ce soir quelques imperfections techniques au niveau du son. On va essayer de faire le maximum. J'espère que ce sera audible pour tout le monde. En tout cas, sachez que la réunion sera enregistrée et que vous pourrez la regarder en replay si jamais vous avez rencontré quelques difficultés. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Maufré-Valade pour qu'elle nous dise quelques mots. Monsieur le député, Madame la directrice adjointe de la Direct, Madame la directrice territoriale de Pôle emploi, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous remercie, Monsieur le député, de votre initiative et de m'y associer. Je remercie également Madame Durand, Madame Maillard de leur présence ce soir. Toutes les interactions doivent être encouragées pour permettre les échanges avec les acteurs économiques, auprès desquels la mobilisation de l'État et de ses opérateurs est totale en cette période particulière et inédite à divers titres. Il s'agit en effet d'une priorité absolue pour nous, une nécessité même de capter au plus près de votre réalité les difficultés que vous rencontreriez, les questions que vous poseriez dans ce contexte. L'une de nos préoccupations, c'est que les dispositifs d'aide mis en place pour faire face à l'impact de la crise sanitaire bénéficient effectivement et vite à celles et ceux auxquels elles sont destinées. Toute difficulté de compréhension ou d'appropriation doit nous être remontée. La réunion d'aujourd'hui répond à ce souci de proximité avec tous les acteurs économiques que vous êtes et je ne doute pas qu'elle réponde à vos attentes. Monsieur le député, entrons dans le vif du sujet. Merci Madame la sous-préfète. Donc vous êtes là, Mesdames et Messieurs, ce soir pour poser des questions aux deux directrices qui sont présentes, que je remercie encore une fois pour leur disponibilité. Ces questions, c'est sur le sujet de l'emploi, vous l'avez compris avec l'invitation que vous aviez reçue. Alors, lors de cette heure qui va nous réunir ensemble, j'assurerai le rôle de réception des questions et puis de synthèse, et c'est moi qui les traduirai, qui les porterai auprès des deux directrices présentes. Donc vous avez à l'écran la possibilité, vous l'avez sans doute remarqué, de nous faire remonter des questions. Alors évidemment, il y a des questions qui nous ont été envoyées en amont. On avait invité les personnes à le faire. C'est très bien. On les remercie de s'être prêtés au jeu, ce qui nous permet de rentrer directement dans le cœur du sujet. Il y a des questions directes qui concernent l'emploi. Il y a des questions indirectes. Alors lorsque les questions seront en direct, on ne les oubliera pas parce que si vous voulez poser, c'est qu'il y a une importance pour vous à les poser, qu'elles sont importantes à vos yeux. Donc nous y répondrons sans doute en fin de réunion. Si jamais nous avions des sujets sur lesquels nous n'avions pas les réponses, eh bien nous reviendrons vers vous plus tard. Donc la priorité sera donnée, vous l'avez compris, aux questions directes. Alors, voilà ce que je voulais commencer par vous dire. Nous aurons aussi la possibilité de réaliser un sondage en fin de réunion. Nous le ferons en direct. Vous pourrez y répondre immédiatement et ça nous permettra d'avoir quelques éléments d'information supplémentaires. Et si vous le souhaitez, vous verrez que lorsque vous avez posé une question, si d'autres trouvent que la question est pertinente, il y a la possibilité d'interagir sur la question. Il y a un petit triangle vers le haut. Si vous cliquez dessus, ça montre que vous likez la question pour utiliser des termes plus de réseaux sociaux. Et auquel cas, ça lui donne plus de relief. Et moi, lors de sa réception, ça me montre qu'elle est vraiment importante à vos yeux. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là si vous le souhaitez. Voilà, je vous l'ai dit, la rencontre sera enregistrée. Vous pourrez la suivre en replay. Donc, c'est parti. Nous avons 1 heure pour répondre à vos questions. Donc, je vais débuter avec les questions qui nous étaient remontées avant la réunion. Avec la première d'entre elles, une question qui nous avait été transmise par Madame Château et qui est relative au maintien de l'ARE à titre exceptionnel du fait de l'impact financier de la crise sur une jeune entreprise. Que nous demandait Madame Château? Venant de créer son entreprise dans le secteur du tourisme en janvier, et elle touchait auparavant l'ARE, cette aide peut-elle être prolongée pour la durée des mois de fermeture sans chiffre d'affaires qui ne permet pas de se rémunérer avec un salaire, bien évidemment? Première question, mesdames. Alors, on est peut-être plutôt sur une question liée aux allocations. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui.
liées aux allocations Pôle emploi et leur concomitance avec la création d'entreprise. Alors, la situation peut être particulière aussi. Je peux inviter Madame Château avec les éléments lui étant propres à me contacter. Mais ce que je peux donner d'un point de vue général, c'est si Madame Château a décidé d'utiliser l'allocation création d'entreprise versée en 2 fois, donc 45% des droits au chômage restant, pas de prolongation d'ARE spécifique et de la même manière, l'allocation de recherche d'emploi est maintenue, y compris pendant la période de création d'entreprise, si elle n'a pas choisi l'option du versement de la RCE. Et là, c'est en fonction des revenus qu'elle aura pu se dégager. Alors, c'est peut-être un peu technique. En tout cas, quand on crée une entreprise, on a 2 options. Soit on maintient l'allocation de retour à l'emploi et elle va varier en fonction du chiffre d'affaires obtenu et elle arrive en complément. Soit on a décidé d'utiliser l'allocation de retour à l'emploi comme un capital, on va dire, qui est versé en 2 fois. Et dans ce cas-là, elle est versée et il n'y a pas de... Elle est versée une fois. Elle est versée dans la somme où elle était prévue. Il n'y a pas de spécificité liée au Covid. D'accord, parfait. Merci pour cette première réponse. Ensuite, j'ai aussi une question transmise en amont par Madame Loison relative à la liberté d'organisation du chômage partiel dans les entreprises. La question est la suivante. Est-on libre de la répartition du nombre d'heures chômées entre les différents employés dans le cadre du chômage partiel? C'est un exemple concret qui nous était remonté, avec l'exemple d'une salariée qui était enceinte et qui ne préférait pas reprendre son travail en raison des risques d'exposition au virus. Peut-elle être au chômage partiel, tandis que sa collègue qui a repris le travail et elle à temps complet? Alors, normalement, la mesure de chômage partiel, elle doit être appliquée pour l'ensemble des salariés, soit de l'entreprise, soit d'un service, si dans une entreprise, toute l'activité n'est pas concernée, mais c'est simplement un service qui est concerné par l'activité partielle. Eh bien, ce sont tous les salariés de ce service-là qui, normalement, doivent être en activité partielle. L'exemple qui est donné, c'est finalement la situation d'une salariée qui, au regard de sa situation personnelle, considère qu'il y a peut-être un risque pour elle de venir travailler, compte tenu, là, dans l'exemple, du fait qu'elle soit enceinte. Alors, il y a 2 solutions. La première solution, c'est que, bien évidemment, elle peut prendre contact avec son médecin traitant pour savoir si effectivement sa situation est incompatible avec une activité professionnelle. Et donc là, on est sur le fait que sa situation au regard de sa santé n'est pas compatible avec son retour au travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éventuellement l'intervention du médecin du travail qui pourrait effectivement considérer que la situation de cette personne-là ne lui permet pas de reprendre son activité. Pour l'instant, on attend un décret qui devrait effectivement permettre aux médecins du travail de statuer sur ce type de situation et éventuellement donner un arrêt de travail. Mais comme vous avez pu le voir, tous les dispositifs concernant l'activité partielle sur les 45 derniers jours ont beaucoup évolué et on est encore en attente de certaines dispositions réglementaires pour correspondre à l'ensemble des situations. Et ça fait partie des cas pour l'instant pour lesquels on n'a pas encore le cadre juridique définitif. Merci, Madame la Directrice, pour cette réponse. Donc là, vous êtes 30 à être connectés. Vous voyez apparaître des questions posées par Monsieur Koichi Courant, qui est l'un de mes collaborateurs et qui ne fait que finalement, pour l'instant, refaire remonter les questions qui nous étaient arrivées en amont. Donc n'hésitez pas, d'ores et déjà, à mettre de nouvelles questions dès que nous aurons répondu aux premières qui nous étaient remontées. Je continue avec une question remontée par Madame Choquet relative au maintien en activité d'une apprentie. Existe-t-il des options permettant à l'entreprise d'employer une apprentie avec qui un contrat de professionnalisation était envisagé avant que la baisse du chiffre d'affaires provoquée par la crise ne rende cette option difficile, voire impossible? Oui, c'est tout à fait possible dès lors que, comme pour l'ensemble du personnel, les gestes barrières sont maintenus. Si c'est plus compliqué
de faire travailler un apprenti parce que peut-être que dans l'organisation, le maître d'apprentissage ou le tuteur n'est pas présent, etc. L'apprenti peut ne pas être sollicité, mais si les conditions dans l'entreprise pour le faire travailler sont réunies tout en respectant l'ensemble des gestes barrières et les mesures de protection de sa santé et de sa sécurité, il n'y a aucune difficulté. Merci beaucoup pour cette réponse. J'enchaîne avec une question qui nous avait été remontée par Monsieur Méret, relative à l'indemnisation des salariés en temps partiel thérapeutique dans une entreprise en activité partielle. Alors, la question est la suivante. Elle est un peu longue, je vais la poser, essayer de la poser de la manière la plus claire possible. Quelles sont les règles applicables pour l'indemnisation des salariés en temps partiel thérapeutique lorsque l'entreprise est en activité partielle? En effet, un salarié à temps partiel thérapeutique bénéficie en temps normal de l'IJSS au titre de la partie temps partiel thérapeutique et d'un maintien de sa rémunération par l'employeur au titre de sa partie temps partiel travaillé. Si cette entreprise passe en activité partielle sans fermeture de l'entreprise, le salarié va continuer à percevoir l'IJSS et va rentrer dans le dispositif d'activité partielle pour la partie de son temps partiel non travaillé. A contrario, si l'entreprise passe en activité partielle pour fermeture, certaines CPAM décident de poursuivre le versement de l'indemnité journalière de sécurité sociale, tandis que d'autres cessent de la verser. Quelle est la doctrine vis-à-vis de ces hétérogénéités de règlement des CPAM? Une uniformisation est-elle prévue? Et si oui, laquelle? Alors, en toute honnêteté, je ne vais pas pouvoir répondre sur une question qui concerne vraiment l'indemnisation sécurité sociale et pas la poursuite du contrat de travail. C'est vrai que, en toute logique, dès lors que l'entreprise a arrêté toute son activité, par conséquent que le salarié soit en mi-temps thérapeutique ou pas, l'employeur n'est pas en capacité de lui fournir une activité puisque il a recours à du chômage partiel total, on pourrait effectivement penser que cette mesure-là d'un chômage partiel total s'applique à tous les salariés, y compris à ceux qui sont en mi-temps thérapeutique. Mais sur l'indemnisation, c'est quand même un sujet vraiment géré par l'ECTIM et je proposerais, Monsieur Bollot, qu'on se rapproche de la CPAM de Maine-et-Loire pour avoir une réponse sur le maintien des IJ pour un mi-temps thérapeutique. Parfait, ça ne pose aucun problème. Je ferai remonter l'information. Je vous remercie de ce conseil. La question suivante nous a été transmise par Madame Hullerne, présidente de la CPME. Elle est relative à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. Donc, des guides de bonnes pratiques professionnelles ont été mis en place par métier, et c'est une bonne chose. Ils n'ont cependant aucune portée juridique et ne protègent pas le chef d'entreprise des conséquences pénales de l'éventuelle contamination d'un salarié par le Covid-19. Quelle est la doctrine en la matière, mesdames les directrices? Alors, je pense, et l'autre jour en audio, le procureur l'a rappelé. En matière de santé et sécurité dans cette période si particulière que nous connaissons aujourd'hui, l'important c'est de mettre des moyens. C'est une obligation de moyens. C'est pas forcément une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui, avant de reprendre le travail et de remettre ses salariés en activité, prend le temps nécessaire pour évaluer le risque, pour regarder les mesures organisationnelles qu'il peut mettre en place pour respecter l'ensemble des mesures barrières, eh bien, il apportera la preuve qu'il a mis en place tout ce qu'il convenait de faire pour effectivement ne pas exposer ses salariés. Et donc, dans ce cas-là, sa responsabilité pénale, je ne vois pas comment elle pourrait être engagée, puisqu'il arrivera à démontrer qu'il a mis tous les moyens à sa disposition pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Merci beaucoup. Pendant que vous nous répondiez, Monsieur Méret, qui était à l'origine de la question sur l'IJSS, nous fait un commentaire. Donc, Monsieur Méret, pas de souci, on se rapprochera de la CPAM. S'il faut, je reviendrai vers vous au préalable et on fera remonter votre question pour avoir la réponse la plus claire et la plus précise possible. On a bien vu votre commentaire s'afficher à l'écran. Je continue avec une question là en direct qui vient de nous être posée
par Madame Cécile Togourdeau, qui est la suivante. Peut-on faire un avenant à un contrat de travail à durée déterminée pendant la période de chômage partiel pour un contrat à durée indéterminée, tout en laissant la personne au chômage partiel en attente de la reprise d'activité? Alors, ça veut, enfin, si je comprends bien la question, c'est finalement transformer un CDD en CDI, parce que l'entreprise souhaite conserver à son effectif ce salarié-là, mais que compte tenu de la situation actuelle, le salarié sera placé comme les autres salariés en activité partielle. Il n'y a aucune difficulté pour le faire. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question de Monsieur Berthias qui est la suivante. Une entreprise peut-elle avoir recours à l'intérim sur une prestation ne relevant pas de la compétence de l'entreprise et en activité partielle pour une partie de l'entreprise? Exemple grutier pour l'activité de gros œuvres. Vous avez, si vous le souhaitez, la question à l'écran. Je crois qu'elles apparaissent aussi chez vous, mesdames. Alors, je voudrais être sûre de bien comprendre la question. La question, c'est de savoir, est-ce que le grutier est salarié de l'entreprise qui souhaite avoir recours à l'intérim ou pas? C'est-à-dire que j'ai un doute. Si le salarié grutier est salarié de l'entreprise qui bénéficie déjà de l'activité partielle, il peut pas avoir recours à l'intérim pour occuper ce poste de grutier. J'avoue que j'ai une petite difficulté à comprendre la notion de prestation de service et d'intérim. Parce que si c'est une prestation de service, ça veut dire que c'est une autre entreprise qui finalement fournit cette prestation de grutier, et c'est à cette entreprise-là éventuellement de trouver des solutions pour satisfaire cette prestation. Ce que je propose, c'est que, Monsieur Berthias, vous pouvez, si vous voulez, compléter votre question dans une nouvelle que vous nous faites remonter. On va passer à la question suivante, puis on pourra revenir vers vous en fonction des précisions que vous pourrez nous faire remonter, notamment des réponses que vous pourrez apporter à Madame Durand pour qu'elle puisse vous répondre de manière la plus précise possible. En attendant, donc, je vais passer à la question de Monsieur Boulet. Pour des dossiers d'appel d'offres par les bailleurs aux collectivités, nous sommes engagés avec des clauses d'insertion. Mon activité étant avec des équipes au chômage partiel, ces heures d'insertion seront-elles annulées? Alors, à l'heure actuelle, ces heures d'insertion peuvent pas être effectuées, mais elles sont pas annulées systématiquement, puisque lorsque l'entreprise va reprendre son activité, eh bien, elle pourra effectivement, elle pourra à nouveau mobiliser les clauses d'insertion. Parfait. Alors, n'hésitez pas à poser de nouvelles questions. Hein. On a encore du temps devant nous pour y répondre. Vous êtes 31 à être connectés, donc allez-y, faites-nous remonter des questions. En attendant d'avoir des questions directes sur l'emploi, je vais prendre une série de questions indirectes qui nous avaient été remontées en amont. Alors, on a Monsieur Boulet qui nous dit qu'effectivement, mais certains dossiers seront terminés d'ici cet été. Ça, honnêtement, là, faudrait qu'on reprenne la règle des clauses d'insertion pour pouvoir répondre précisément. Là, je ne suis pas en mesure de répondre précisément à cette question-là. D'accord. Ce que nous ferons de toute façon, c'est que les questions vont rester visibles sur le lien que vous avez reçu. Vous pourrez vous reconnecter après la fin de la réunion. Les questions sont toujours là. D'ailleurs, vous pouvez même poser d'autres questions si vous le souhaitez. Enfin, c'est pas tellement souhaité parce que vous aurez plus personne pour vous répondre en direct, mais c'est une fonctionnalité qui existe. Donc, on aura la possibilité, au travers de ce qu'on s'est dit et de les questions que vous avez posées, d'en traiter certaines par la suite. Alors, je vous disais de partir sur des questions indirectes à l'emploi, mais depuis, j'ai une nouvelle question de Monsieur Pallier, qui est la suivante. Est-ce qu'un salarié qui considérait qu'il a contacté le Covid-19 au travail pourrait être reconnu comme un accident du travail? C'est en lien avec votre question de tout à l'heure avec la question sur la responsabilité, ça me semble-t-il, Madame Durand. Alors là encore, hein, on est sur une décision qui appartient vraiment à la CPAM, hein, de reconnaître et aux caisses à la CARSAT de reconnaître ou non la qualité d'accident du travail. Je pense quand même qu'il y aurait un problème de preuve. Il faudrait apporter la preuve que c'est bien dans le cadre professionnel et uniquement dans ce cadre-là que le salarié a contacté cette pathologie.
Merci pour ces précisions. S'agissant des questions indirectes, alors il y en a une première qui nous avait été remontée justement par Monsieur Payen de l'association AS2PI, qui a été relative au contrôle effectué par les forces de gendarmerie. Alors, encore une fois, c'est une question indirecte sur l'emploi. La question est la suivante. Peut-être pour vous, Madame la sous-préfète. La question est récurrente de la part des commerçants. Mais quelle est la doctrine en matière de verbalisation par la gendarmerie des personnes qui se déplacent chez les commerçants afin de récupérer des produits de première nécessité ou non, mais qui sont dans tous les cas livrés en drive dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation? Alors, le principe, il est dans le texte et le décret qui prévoit les mesures d'urgence dans le cadre de l'état d'urgence. Et le décret, il interdit à certains commerçants d'accueillir du public en précisant sauf pour leur activité de livraison ou les retraits de commandes. Et ça vaut pour les magasins de vente et centres commerciaux dans le décret, c'est l'article 8. Et toujours dans ce même article, ça vaut pour les restaurants ou les bars qui peuvent faire de la vente à emporter. Donc, on est dans ce qu'on appelle le drive, le vente à emporter ou retrait de commande. Et donc, les gendarmes devraient appliquer la règle que c'est un déplacement dérogatoire autorisé. D'accord. Même si c'est pas un produit de première nécessité. Le produit de première nécessité n'est pas défini. D'accord. Je reprends le cours des questions plus directes avec le sujet de l'emploi, avec une question qui vient de nous arriver de Madame Poilièvre, qui est: est-ce que les aides pour les apprentis seront maintenues? Bon, je ne vois pas en quoi les aides ne seraient pas maintenues dès lors que le contrat de l'apprenti continue. Je veux bien vérifier ce point-là, mais pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière. Je ne sais pas si Madame Poilièvre avait une difficulté particulière qui l'avait amené à poser sa question. On va peut-être l'inviter à nous préciser les choses et on reviendra sur cette question. Alors évidemment, j'ai une question qui concernait la réouverture des certains commerces. Et notamment, est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'informations quant à la date et aux conditions de réouverture des instituts de beauté, étant donné le contact rapproché avec les personnes qui caractérisent ces métiers et qui donc fréquentent ces établissements? Madame la sous-préfète, ou alors on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a... C'est vrai qu'on n'a pas forcément d'infos précises avant le plan qui sera précisé demain. Je suis d'accord. Mais ça n'est pas possible d'y répondre aujourd'hui. D'accord. Alors, visiblement, la question, on a Madame Martineau qui nous dit qu'elle a la même question pour les cabinets libéraux. Ben, la réponse est exactement la même. Dès qu'on a des informations, on vous les donnera et voilà, on sera attentif. N'hésitez pas à revenir vers nous sur ce sujet évidemment essentiel qui est celui de la reprise d'activité et qui conditionne évidemment la capacité qui est la vôtre à retrouver vos clients et donc à retrouver aussi vos rémunérations. Nous en sommes parfaitement conscients et nous faisons tout évidemment pour que tout ça rentre dans l'ordre le plus rapidement possible. Je regarde Madame Bélier. Oui, ben voilà. Donc même question sur les photographes. Donc tout évidemment, tous les métiers du commerce au sens large sont concernés. La réponse est la même pour chacun, mais encore une fois, la réponse est aussi la même pour chacun en disant que tout le monde prend bien conscience de la nécessité de la réouverture le plus rapidement possible de ces commerces pour que chacun puisse retrouver ses clients le plus rapidement possible. Question indirecte liée à l'emploi par Madame Choquet. Est simple la question. Est-il possible de faire venir son personnel un jour avant la réouverture légale afin de réorganiser le travail? Oui, parce que l'interdiction, c'est l'interdiction d'ouvrir aux clients. C'est pas l'interdiction de faire travailler son personnel. Donc, on imagine bien que, par exemple, dans un restaurant ou chez un coiffeur, il va falloir peut-être réorganiser les locaux pour pouvoir continuer à accueillir la clientèle en respectant les gestes barrières. Il y aura certainement nécessité de faire du nettoyage, etc. Donc, oui, le fait de faire revenir son personnel une journée avant pour préparer l'accueil de la clientèle est tout à fait possible. Alors, dans le même ordre d'idée, j'avais une question qui ressemblait à cela. Le temps pour moi de la retrouver.
elle est assez similaire, mais vous allez voir, elle concerne plusieurs entreprises. C'est toujours Madame Choquet qui nous dit est-il possible de réunir les membres d'une association de commerçants ayant vocation à relancer le commerce local pour définir des stratégies de chèques cadeaux, de bons d'achat, de mise en place de la publicité? Est-ce que ces réunions-là sont autorisées malgré le confinement? En audio, c'est très possible. Je crois que la question nous avait été posée parce qu'il y avait quelques limites à l'exercice de l'audio, comme nous avions pu nous-mêmes le constater jeudi dernier. On va peut-être demander à Madame Choquet si elle est là de préciser. En tout cas, je prendrai le temps de revenir vers elle pour voir quelles sont les meilleures modalités pour cette association-là pour se réunir et effectivement décider des stratégies leur permettant de reprendre leur activité et de faire revenir les clients vers leur commerce. Alors, entre-temps, Monsieur Berthias nous a apporté quelques compléments d'information, je vous le rappelle, par rapport à la question qui était celle, vous savez, que nous avons vue tout à l'heure sur la possibilité de faire appel à des compétences qui ne sont pas celles de l'entreprise via l'intérim. Donc, la précision qui nous est portée est la suivante. L'entreprise est en activité partielle, elle reprend les chantiers au fil de l'eau et elle a besoin d'un grutier, par exemple, sans avoir les ressources en interne. L'intérim est-il admis dans ce cas? Plus généralement, c'est une question sur le recours à l'intérim dans la situation et dans la période que nous vivons. Alors, le principe quand même, c'est qu'une entreprise qui bénéficie de l'activité partielle ne veut pas en même temps avoir recours à l'intérim. Là, la situation est particulière. Visiblement, c'est une entreprise qui, si je comprends bien la question, qui avant faisait appel à un prestataire de service grutier. Cette prestation extérieure ne peut plus s'effectuer, mais l'entreprise qui redémarre a besoin d'un grutier. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, dans la mesure où il s'agit d'une activité que l'entreprise n'exerce pas habituellement et pour laquelle elle n'a aucun salarié en activité partielle, elle pourrait faire appel à l'intérim pour recruter un grutier. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question qui nous est arrivée il y a 2 minutes de Madame Bédoué, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui nous dit à ce jour quelles sont les réglementations pour les véhicules de société. Est-ce que 2 salariés par voiture est autorisé? Alors, le sujet, c'est le respect des gestes barrières, tout simplement. Et si vous reprenez, pour ceux qui l'ont vu, le guide qui a été élaboré par l'OPP-BTP avec les professionnels du bâtiment, eh bien, dans une voiture, une petite voiture, je ne vois pas comment on peut respecter les gestes barrières. C'est toute la difficulté, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Notamment pardon, excusez-moi, et notamment les règles de distanciation, c'est ça le sujet. Hein. Donc j'ai bien compris finalement un message aussi qui revient régulièrement de la part des chefs d'entreprise qui, passé la phase de sidération de la fermeture des entreprises, de l'apparition du virus et de toutes les conséquences que ça peut avoir, maintenant élaborent leur propre stratégie individuellement au cas par cas en fonction des caractéristiques de leur entreprise, de leur métier. Et à partir du moment où ils les fondent sur le respect des gestes barrières, des mesures de distanciation et que finalement le travail puisse se réaliser dans la protection la plus forte possible de la santé à la fois des clients et des salariés. Donc, c'est cela que nous recherchons, c'est bien cela l'objectif. Ouais. Merci. Madame Togourdeau nous pose une nouvelle question dans le domaine du tourisme. Évidemment, et c'est malheureux et nous le déplorons également, aucune visibilité de reprise n'est là. C'est très compliqué, très complexe. Comment, dans ce cas, gérer le personnel à la date de reprise si les clients ne se manifestent pas ou très peu? À part le licenciement, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Alors, il faut savoir que l'activité partielle, elle peut recourir plusieurs formules. C'est-à-dire que, bien évidemment, au moment du confinement général et des dispositions qui ont conduit à la fermeture des restaurants, on est sur du chômage partiel total pour l'ensemble des effectifs. Si le redémarrage se fait progressivement et si pour respecter les mesures barrières dans le tourisme, on ne peut pas accueillir autant de clients que précédemment et donc on n'a pas forcément besoin de toute l'équipe de salariés, on peut envisager une activité partielle par service ou par roulement en fonction des besoins. Donc, on n'est pas obligé, si c'est unique, si économiquement c'est possible pour l'entreprise peut moduler
son recours à l'activité partielle, par exemple en ayant des salariés qui vont travailler le lundi, mardi, et puis une autre partie, et ces salariés-là seront mercredi, jeudi, vendredi en activité partielle, et puis une autre partie des salariés qui, au contraire, viendront travailler plutôt en fin de semaine, voilà, pour que à la fois l'activité puisse reprendre progressivement et à la fois pour que la mesure d'activité partielle soit appliquée de manière équilibrée et j'ai envie de dire même équitable entre les différents salariés. D'accord. Monsieur Massé nous pose une question. Bonjour Monsieur Massé. Suite aux précisions concernant les activités, alors c'est très technique, hein, je vous la livre. Suite aux précisions concernant les activités ayant une durée conventionnelle de 39 heures, exemple HCR, pouvez-vous nous préciser comment se calcule le taux horaire indemnisable? Faut-il diviser le salaire brut mensuel par 169 heures, 173 heures 33 ou 151 heures 67? Avec les remerciements. Peut-être revenir quand même, avant de donner quelques petites précisions, hein. La règle, c'est que l'activité partielle est indemnisée sur la base de 35 heures. Ce qui veut dire que les heures supplémentaires ne sont pas prises en charge au titre de l'activité partielle et donc l'État ne verse pas d'indemnisation. C'est posé la question des professions pour lesquelles on avait ce que l'on appelle des heures d'équivalence, c'est-à-dire des heures pendant lesquelles on considère qu'il n'y a pas vraiment d'activité et donc ça équivaut à un nombre d'heures finalement à la durée légale du travail. C'est le cas dans le transport, c'est le cas par exemple aussi dans les veilleurs de nuit dans le secteur médico-social. Et donc on a considéré pour ces secteurs-là que effectivement on allait prendre en compte les heures d'équivalence. Donc, si les heures d'équivalence correspondent à 39 heures semaine, on va prendre ces 39 heures semaine comme référence. Il y a une difficulté technique, c'est que l'outil utilisé par l'ASP pour indemniser, elle est bloquée à 35 heures. Donc, si l'entreprise met dans la demande d'indemnisation 39 heures, ça va bloquer et donc on ne pourra pas indemniser. D'où la petite mécanique que l'on demande aux entreprises, c'est-à-dire de reprendre la rémunération sur la base 39 heures et de la diviser par 151 heures pour avoir un taux horaire qui correspond à 35 heures et de multiplier par 35 heures. Donc, l'indemnisation sera bien en valeur absolue faite sur la base de 39 heures, mais techniquement, il faut convertir le taux horaire pour ramener à une indemnisation sur la base de 35 heures parce que l'outil informatique est formaté sur 35 et non pas 39. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair pour répondre à la question. En tout cas, ça a le mérite, comme nous sommes enregistrés, la personne pourra revisionner votre réponse, ce qui permettra de, si jamais c'était un peu rapide, de pouvoir l'écouter une seconde fois et de bien comprendre toutes les informations techniques que vous avez apportées. Ensuite, j'ai deux questions de Monsieur Pallier. La première, un maître d'ouvrage peut-il nous interdire de reprendre nos activités liées à un contrat? Alors, cette question a fait l'objet de 2 likes. Donc, vous voyez, elle concerne 3 personnes, pour finir. Pour moi, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là parce que ça fait quand même appel au droit commercial et au droit contractuel des contrats. Donc, il faudrait quand même regarder vraiment dans le contrat ce qui est prévu. Ce que je peux quand même dire, et tout particulièrement sur les chantiers, hein, c'est qu'un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre qui demanderait la reprise des chantiers, il faut quand même qu'il mette toutes les conditions, y compris sur l'exécution des plannings, pour que ce redémarrage des chantiers, se fasse de la meilleure façon et en respectant la santé et la sécurité pour les salariés. Je prends un exemple tout simple, hein. Peut-être que, enfin c'est pas peut-être, hein, et du reste dans le guide au PP-BTP, c'est suggéré très très fortement. Il faut limiter au maximum la coactivité. Et ça, c'est bien de la responsabilité du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage de permettre aux entreprises, non pas forcément travailler tout ensemble, mais travailler les unes après les autres pour, encore une fois, respecter au maximum, limiter au maximum le nombre de personnes qui travaillent en même temps sur le même site
et respecter les mesures barrières. Mais voilà, je réponds sur l'aspect santé-sécurité. J'avoue que j'ai pas les compétences pour répondre sur l'aspect strictement droit du contrat. Merci. Toujours Monsieur Pallier, deuxième question. Alors, je crois que nous y avons répondu tout à l'heure et que la réponse a été que vous avez donnée, Madame Durand, c'est de dire qu'à partir du moment où les règles sanitaires étaient respectées, c'était possible, mais je vous la lis quand même. Il semblerait que si la distance de 1 mètre pouvait être respectée, le port du masque permettait d'être 2 par véhicule. Ça, pour moi, c'est une suggestion et c'est une proposition. Pour l'instant, j'ai pas vu ça, je l'ai pas vu validé. Hein. D'accord, ok. Donc ça méritait effectivement que la question soit reposée. Monsieur Berthias nous dit comment se passe l'homologation d'une durée de rupture conventionnelle signée le 12 mars. Alors attendez, parce que comme il y a une question qui est arrivée, voilà, ça m'a décalé. Comment se passe l'homologation d'une durée de rupture conventionnelle signée le 12 mars et dont l'effectivité devait intervenir en avril? Alors, le décret, il y a un décret qui est sorti samedi, je pense, au JO de samedi, et qui effectivement porte dérogation à un décret plus général, peut-être à l'ordonnance, qui avait rallongé l'ensemble des délais d'instruction de toutes les décisions administratives. Donc, s'agissant des ruptures conventionnelles, on est revenu au délai des 15 jours, comme précédemment à la situation d'urgence que l'on connaît. Et ce délai de 15 jours recommence à courir à compter de la date de publication de ce décret, c'est-à-dire le 26 avril. Donc, il faut compter 15 jours à partir du 26 avril pour avoir une homologation dite tacite de la rupture conventionnelle. Merci beaucoup. Madame Barbeau et une autre personne se joignent à elle pour nous demander pourquoi, si dans les salons de coiffure dont on a limité la durée Alors attendez, dans les salons de coiffure, doit-on limiter la durée d'accueil dans nos locaux par nos clients? Donc ça, c'est une question indirecte, mais qui effectivement, de par la réponse qu'on apporte, concerne directement l'emploi. Donc là, on est un peu aussi dans les mesures, Madame la sous-préfète, comme on disait tout à l'heure, liées au déconfinement, et on n'a pas toutes les réponses. Je vous laisse répondre. Oui, c'est vrai, c'est prématuré d'apporter une réponse aujourd'hui qui risquerait d'être contredite demain, donc il est beaucoup trop tôt pour y répondre. D'accord. Mais n'hésitez pas, Madame Barbeau, à revenir vers Oui. moi plus tard pour qu'on prenne le temps de discuter de cette question et de voir comment on y répond et quand il est le plus précis le mieux pour nous de vous y répondre de manière précise. Madame Choquet nous reformule la question que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors peut-être n'étiez-vous pas, Madame Choquet, connectée tout à l'heure, mais je vais quand même reformuler la question pour être sûr que on soit bien même sur le même champ de questionnement, mais a priori c'est le cas. Vous aviez fait remonter une question avant la réunion que nous avons évoquée tout à l'heure. C'est celle qui concerne une personne en brevet professionnel, en contrat de professionnalisation, mais qui, au vu de la conjoncture, ne peut pas donc être maintenu selon cette stratégie-là. Et donc, peut-on prétendre à l'embaucher comme l'aide SILAE ou un autre dispositif? Je crois que vous aviez répondu à cela tout à l'heure, Madame Maillard. En l'occurrence, c'est pas moi qui ai répondu, mais c'était Marie-Pierre, je crois, qui disait que effectivement, on pourrait sans doute on pourrait reconduire au moment du déconfinement les contrats tels qu'ils étaient prévus. Quant à des aides spécifiques nouvelles, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Madame Choquet, vous pourrez retrouver la réponse de Madame Durand en regardant la vidéo en replay. C'était au début que nous avions fait remonter votre question que vous nous aviez fait transmise avant notre rencontre. Monsieur Méret nous pose une question et une autre personne trouve que la question est pertinente. Beaucoup d'employeurs sont inquiets sur leur obligation de sécurité, surtout que depuis que la situation connue et qu'on a tous vue pour Amazon, il s'agit d'une obligation de moyens. L'appréciation des moyens mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité ne risque-t-elle pas d'être différente selon les IRP, les directs ou les magistrats? Alors, je pense que d'une manière générale, ce qui est important, c'est que cette reprise de travail en respectant les règles, les gestes barrières,
fasse l'objet d'une discussion au sein de l'entreprise. Alors, quand il y a des représentants du personnel, ça doit être avec les représentants du personnel, mais ça peut être plus largement avec l'ensemble des salariés. Et puis aussi en sollicitant, s'il y a des choses qui paraissent pas forcément évidentes, en sollicitant le médecin du travail. Je voulais aussi rajouter que sur le site du ministère du Travail, il y a des fiches métiers qui sont des fiches conseils par profession. Il y en a déjà plus d'une trentaine qui sont à la disposition de tous les chefs d'entreprise et qui donnent effectivement des conseils. Alors oui, ça n'a pas de portée juridique, mais ça aide quand même à la prise de décision et à l'organisation à mettre en place pour à la fois permettre la reprise d'activité et puis pour respecter l'ensemble des gestes barrières et la santé des salariés. Merci beaucoup pour cette réponse. Ensuite, je vous poserai la question de Madame Isambard, qui est la suivante. Une personne avait donné sa démission le 13 mars dernier avec un préavis de 2 mois. Est-ce que cette durée est prolongée du fait de l'arrêt d'activité depuis le 16 mars? Non, les délais de préavis sont des délais de date à date. Donc, c'est des délais fixes. Et le fait qu'il n'y ait pas d'activité, là, ne reporte pas la fin du préavis. Merci beaucoup. Madame Togourdeau nous pose une nouvelle question. Pendant combien de temps la durée du chômage partiel va durer, car la saison 2020 est déjà bien compromise par des annulations de groupes et des groupes ou individuels allant jusqu'en juillet pour l'instant? Alors, l'évolution du dispositif activité partielle permet aujourd'hui d'avoir une autorisation de recours à l'activité partielle pendant non plus 6 mois, mais 12 mois pour un total de 1607 heures par an et par salarié. Donc, effectivement, on a une prolongation de l'activité partielle. Et du reste, aujourd'hui, on a mes services ont donné des autorisations d'activité partielle pour des entreprises pour 12 mois. Alors après, les entreprises utiliseront ou pas cette possibilité-là. On souhaite tous qu'elles n'utilisent pas la totalité parce que ça voudrait dire qu'elles ont pu reprendre leur activité, mais il y a une possibilité d'aller jusqu'à 12 mois d'activité partielle. Merci beaucoup. Monsieur Boulet nous fait part d'une question qui est aussi une remarque et je lui apporterai une réponse qui est suite à l'annonce du président de la République le 16 mars, nous avions compris que nous devions mettre nos entreprises à l'arrêt. Entre-temps, la ministre du Travail est intervenue pour clarifier la situation. Et Monsieur Boulet nous demande si on est conscient que certaines professions ont été profondément choquées par ces propos, notamment lorsque les personnes ont été traitées de défaitistes. Évidemment, j'en ai conscience. Il nous a pas échappé que j'avais lancé une enquête fin mars, début avril sur tous ces sujets-là et que quelques journées ont été consacrées au téléphone avec plusieurs chefs d'entreprise, notamment dans le domaine du bâtiment, qui avaient été aussi très fortement touchés par ces propos. Oui, c'était peut-être pas le meilleur moment pour recadrer les choses et dire que rien ne se faisait, puisque les stratégies avaient du mal à émerger, étant donné qu'on était à 3 jours de l'obligation de confinement et que c'était surtout la sidération et l'inquiétude qui l'emportaient plutôt que la capacité à pouvoir trouver les meilleures stratégies. Donc tout ça, évidemment, nous l'avons perçu, et c'est la raison pour laquelle que j'en appelle depuis à une communication bienveillante qui consiste à dire les bonnes choses au bon moment, pour éviter justement de heurter certaines personnes. Voilà, c'est évidemment, j'en ai été conscient. Ensuite, Madame Loison nous dit mon employé embauché mi-février était encore en période d'essai. Cette période est-elle suspendue pendant l'arrêt d'activité? Ça ressemble à la question de tout à l'heure de Madame Isambard. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose parce que la période d'essai, c'est fait pour vérifier les compétences. Alors, je vais être honnête avec vous là, j'ai un doute, donc je vais noter la question et puis je vous apporterai la réponse parce que je voudrais pas vous induire en erreur parce que là j'ai un petit doute sur la réponse. D'accord. Et je prendrai soin évidemment de basculer les réponses que vous nous ferez après la réunion aux personnes qui ont posé les questions. Merci, Monsieur Boulot. Je vous en prie. Monsieur Moreau, bonjour. Monsieur Moreau, il nous pose la question suivante. Que peut-on faire si un salarié ne respecte pas les gestes barrières?
Pour moi, les gestes barrières, ça fait partie des mesures qui relèvent de la santé, de la sécurité et des consignes qu'un employeur doit donner. Il a un pouvoir disciplinaire qu'il peut exercer lorsque ses salariés ne respectent pas, y compris les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail. Et il peut aussi exercer ce pouvoir disciplinaire si un salarié délibérément ne respecte pas les mesures barrières. Merci pour cette réponse à la question de Monsieur Moreau, qui était question qui avait été aussi émise par une autre personne qui est avec nous ce soir. Madame Poilièvre nous dit: est-ce que les obligations sanitaires dans nos commerces devront être appliquées jusqu'à l'été ou plus? Donc là, c'est aussi une question du plan de déconfinement. Je comprends et je mesure l'impatience derrière ces questions-là. J'aimerais tant pouvoir y apporter des réponses. Ça viendra en temps voulu. Et encore une fois, nous sommes conscients que les activités de vos commerces sont indispensables au territoire, à son dynamisme, à son attractivité et produisent de l'emploi indirect. Donc, tout le monde est tout à fait conscient qu'il est nécessaire que les commerces reprennent au mieux, mais dans un contexte de gestion de crise où il faut éviter une deuxième vague, vous l'avez entendu, il faut préserver vos salariés, préserver les clients pour que le jour où cette reprise se fasse, elle soit définitive et ne soit pas à nouveau impactée par une reprise de la pandémie. Voilà pour la question de Madame Poilièvre. Alors là, au moment où je vous parle, je n'ai plus de questions nouvelles. Je vais revenir sur une dernière question indirecte qui m'avait été posée en amont de la réunion et qui avait été transmise par Madame Choquet. Alors c'est à la fois du déconfinement, mais c'est aussi les mesures qu'il faut prendre. C'est une question relative aux obligations faites aux chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs clients pour les masques et les gestes barrières. Donc les clients des coiffeurs doivent-ils se présenter avec des masques? Peuvent-ils se voir refuser l'entrée s'ils n'en sont pas dotés? Et inversement, les entreprises seront-elles tenues de fournir des masques à leurs clients? Les gestes barrières et de distanciation doivent-ils être impérativement respectés entre les clients? Alors, on parle de la période de déconfinement à nouveau. Sans doute. Voilà, mais là encore, il est prématuré d'apporter des réponses à ces questions de quelles seront les mesures barrières que l'on appliquera à la sortie du confinement. D'accord, merci Madame la sous-préfète pour cette réponse. Je regarde si j'ai de nouvelles questions. Non, j'ai pas de nouvelles questions, donc il est encore temps, il nous reste encore une petite dizaine de minutes ensemble, donc n'hésitez pas il n'y a pas de bonne et de mauvaise question, donc chacun peut poser sa question, on la traduira, si on n'a pas la réponse, comme on vous l'a dit, on vous la fera remonter plus tard, donc vraiment, il n'y a pas de censure à avoir sur les questions, donc n'hésitez pas à nous les faire remonter. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à mettre un sondage en ligne. Je vous invite à y répondre. Je vais vous mettre une deuxième question en même temps que la première, qui va concerner celle-ci. Alors la première question, c'est: je vous demandais si vous trouvez ce genre de réunion utile. Donc merci d'y répondre. Vous pouvez faire ça en direct, comme ça nous aurons les réponses instantanément. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous pose en même temps une nouvelle question. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est nous qui vous posons des questions pour l'instant. Alors hop, j'y vais. Vous demandant si de telles rencontres sont-elles à renouveler. N'hésitez pas, vous allez juste à côté des questions, vous avez un onglet qui s'appelle sondage et vous pouvez répondre. Et puis, voilà, je regarde. Ah, une nouvelle question vient de nous arriver. Oui, Monsieur Pallier nous dit c'est utile. N'hésitez pas. Merci Monsieur Pallier, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage. Madame Bédoué nous pose une nouvelle question. J'ai reçu un mail d'invalidation de demande de chômage partiel. On me conseille de contacter mon UD. Qu'est-ce que l'UD, Madame Durand? Alors, l'UD, c'est l'unité départementale. La directe est une direction régionale, mais qui, dans chaque département, a une représentation et des services. Voilà. Et donc, l'unité départementale, c'est l'entité de la directe dans chaque département.
Alors, invalider, ça veut simplement dire que ça veut pas dire que la demande est refusée, hein, ça veut dire que soit il manque des éléments, soit il y a des éléments qui ne sont pas corrects et qui nécessitent que l'entreprise modifie ces éléments pour qu'on puisse valider la demande d'activité partielle. Parfait. Ben, c'était une question très utile. C'est vrai que nous avons trop souvent l'habitude d'utiliser des acronymes qui ne parlent pas à tout le monde, donc c'est aussi l'occasion d'expliquer ce que sont que ces acronymes. Voilà. Si vous avez une autre question, je vous invite vraiment à nous la faire remonter. Comment je les contacte, nous dit Madame Bédoué. Question très pratique. Alors, je suis étonnée parce que normalement, quand on a une invalidation, normalement, il y a un mail qui part avec l'adresse où vous devez contacter. Le plus simple, ce serait d'appeler au numéro de téléphone que je vais vous donner. Alors, j'espère que de mémoire, je ne vais pas me tromper. C'est le 02 41 54 53 80. Je le note en même temps, comme ça il sera marqué 02 41 02 41 54 53 80 ou 53 82. Voilà, le numéro est parti. Madame Bédoué pourra le consulter. Alors rassurez-vous, il ne sera pas dans le replay, donc vous ne risquez pas que toute la France puisse accéder à ce numéro-là et que le standard soit surchargé. Merci, Monsieur Boulot. Je vous en prie. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, on y répondra tout de suite. Sinon, écoutez, on va vous remercier pour votre présence. Ah, une question. Alors, Monsieur Boulet a des questions très qui titillent. Nous allons tous subir une baisse de revenus. Est-il prévu que nos élus montrent l'exemple? Écoutez, on va se poser la question, mais je vous appellerai, on en discutera de vive voix, ça sera mieux. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions en lien direct avec l'emploi? Ça fait 51 minutes que nous avons donc que nous avons débuté notre rencontre. Et voilà, n'hésitez pas, on a encore 9 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas abuser du temps de chacun. Donc je vais libérer. Si Madame Isambard nous dit sur les attestations de déplacement employeur, le salarié se déplaçant sur pour des salariés se déplaçant sur plusieurs chantiers, quelle adresse indiquer? Le siège de l'entreprise ou chaque site d'intervention? Non, normalement, c'est chaque site d'intervention. Hein. D'accord. La réponse est claire. Donc voilà, Madame Isambard, vous avez la réponse. Mais écoutez, on s'était fixé un objectif d'1 heure de réunion qu'on va bientôt atteindre. Je regarde au niveau des sondages. N'hésitez pas à répondre. Vous êtes 30 connectés, il n'y a que 11 et 16 réponses, donc certains n'ont pas répondu. Ça se situe à côté de questions. Vous avez écrit sondage, il suffit de cliquer sur la réponse que vous souhaitez. Comme ça, nous saurons si vous trouvez ce genre de rencontre utile et si pourrait être intéressant de les renouveler sur un autre sujet. Donc, c'est important de nous faire remonter ces informations-là. N'hésitez pas. Monsieur Petit nous demande le report des charges est une bonne chose, mais la suppression serait mieux. Donc ça, évidemment, vous imaginez bien que ça va faire l'objet de débats d'orientation ministérielle déjà d'une part, puis de débats lors du projet de loi de finances 2021 qui va être, je pense, un grand moment. Madame Isambard nous dit donc une attestation par site, c'est plusieurs chantiers la même journée. Madame Durand, en complément de ce que vous lui avez dit. Une validation d'une compréhension. Alors, c'est pas une attestation par site. Hein. Je pense qu'un salarié qui va se déplacer sur plusieurs chantiers, il faut que l'attestation, il y a une seule attestation sur laquelle les différents lieux, les différents chantiers sont énumérés. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'une attestation par chantier. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, Madame Isambard. Madame Barbeau, est-il prévu que nous, acteurs économiques, puissions avoir accès aux masques comme les collectivités? Donc ça, c'est une question qui déborde de celle de l'emploi. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, Madame la sous-préfète? À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'arbitrage dans un sens ou dans l'autre sens. Je ne sais pas. D'accord.
Monsieur Moreau nous demande si nous indique d'ailleurs d'abord que de nombreuses entreprises pensent faire plus d'heures durant la période d'été et pourra-t-on les aider sur les heures majorées à 25 et 50%. Aujourd'hui, la réglementation prévoit une majoration des heures supplémentaires au-delà de la durée légale ou de la durée conventionnelle. Donc là, pour qu'il y ait des aides, ça voudrait dire qu'il y ait un dispositif législatif qui prévoit une aide pour prendre en charge une partie de la majoration des heures supplémentaires. Là, Ok. Bien, mais écoutez, merci à tous pour votre participation à cette réunion. Donc, je regarde. Alors, excusez-moi pour la faute d'orthographe, c'est le fait de tout faire en direct. Trouvez-vous cette rencontre utile? 18 personnes ont dit oui, 0 non. J'aurais quand même aimé. S'il y avait eu un ou deux non, ça m'aurait fait, ça m'aurait pas laissé penser que les résultats auraient pu être truqués. Ils ne le sont pas, je vous l'assure. C'est vraiment si voilà, il y a quelqu'un qui a dit un non. Peut-être Monsieur Boulet, c'est de l'humour. Je l'appellerai. Et de telles rencontres sont-elles à renouveler? Visiblement oui, donc nous y réfléchirons et sur d'autres sujets, pourquoi pas renouveler ce format-là si c'est possible, si on y arrive. Enfin, techniquement, c'est pas très compliqué, donc ça sera avec plaisir de mon côté que je le ferai si j'arrive à trouver les personnes qui peuvent répondre à des sujets qui nous intéressent. Non, ce n'est pas Monsieur Boulet qui avait voté non. Donc désolé, je m'en excuse auprès de lui. C'est quelqu'un d'autre qui n'a pas aimé. Il suffit qu'il me fasse remonter par mail les raisons pour lesquelles il n'a pas aimé. Comme ça, si on renouvelle, on pourra améliorer les choses. Voilà, je vous remercie, mesdames, vraiment pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes les réponses que vous avez apportées aux personnes qui nous ont interrogés en direct. Voilà, merci beaucoup, vraiment, à vous, et merci à vous tous d'avoir consacré une heure de votre soirée à venir nous poser des questions. Merci et à bientôt. au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir.